Très heureux de vous retrouver dans cet autre numéro de votre magazine Éco-Débat. Dans la plupart des pays en développement, il y a comme un lien manquant entre d'un côté le secteur informel et les très petites entreprises et de l'autre les filiales des grandes entreprises étrangères. Les premières qui regardent parfois davantage le secteur social que l'économie proprement dite opèrent dans des conditions de grande précarité tandis que les secondes, plus solides, ne peuvent prétendre à elles seules accueillir les milliers ou millions de jeunes qui se présentent chaque année sur le marché de l'emploi. Se pose alors la question, comment favoriser l'émergence d'entreprises et surtout de petites et moyennes entreprises nécessaires à la constitution d'un tissu économique cohérent, mais aussi se pose la question de l'entrepreneuriat à tout prix pour résorber le chômage en Afrique. Quelles petites et moyennes entreprises pour impulser véritablement le développement économique du continent africain? C'est le thème de votre magazine, votre émission 100% dédiée à l'actualité économique du continent. Et pour en parler, nous recevons Dr Samuel Maté. Vous êtes économiste et président de la FAFED. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Stéphane et merci aux auditeurs et aux éditeurs. Et avec vous sur ce plateau, nous recevons aussi Madame Emeline Amongwa. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions économiques au groupe Fraternité Matin, le plus grand journal de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien Stéphane. Merci pour l'invitation. Alors, d'entre deux jeux, Madame, Monsieur, quand nous parlons d'entrepreneuriat, de petites et moyennes entreprises, comment est-ce qu'on peut définir une petite et une moyenne entreprise? Comment est-ce qu'on les définit, docteur? Écoutez Stéphane, encore une fois merci pour l'invitation. Effectivement, ça a été un grand problème, cette définition, parce que vous vous rendez compte que ce que nous appelons en Afrique, en Côte d'Ivoire, petite entreprise n'est pas la même chose qu'on appelle aux États-Unis une petite entreprise. Et même au sein de l'Afrique de l'Ouest, la définition d'une petite entreprise n'est pas la même selon les pays. Et c'est pour ça, et même au sein de la Côte d'Ivoire, la définition de petite entreprise au FDFP selon les banques, etc., divergeait. C'est pour ça que le gouvernement ivoirien a jugé bon d'émettre en l'an 2014 une loi qui mettait à plat la définition et consensuellement la définition qui est retenue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je dis bien en Côte d'Ivoire parce qu'au niveau d'autres pays de la sous-région, ça varie. La définition qui a été retenue en Côte d'Ivoire identifiait deux éléments pour, n'est-ce pas, reconnaître une PME, une petite entreprise. C'était le chiffre d'affaires que cette entreprise faisait et ensuite c'était le nombre d'employés à temps plein que cette entreprise avait. Et en termes de chiffre d'affaires, parce qu'on a regroupé les micros, les petites, les moyennes entreprises, donc on parle de MPME, et qui les différenciait des grandes entreprises. Donc, dans ce regroupement, c'était au niveau des micros, des petites et des moyennes entreprises, de manière générale, c'est toute entreprise qui, en termes de chiffre d'affaires, ne faisait pas plus de 1 milliard de francs CFA par an, et en termes de personnel, n'avait pas des employés à temps plein qui ne dépassaient pas 200 personnes. Et maintenant, au sein de ce groupe, cela a été segmenté. Les micro-entreprises sont les entreprises qui font entre 1 franc et 30 millions de francs maximum et qui n'ont pas plus de 10 employés à temps plein. Et les petites entreprises sont les entreprises qui font entre 30 millions et 150 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par an et qui n'ont pas plus de, qui ont entre 10 et 50 employés à temps plein. Et enfin, les moyennes entreprises étaient définies comme les entreprises qui faisaient entre 150 millions et 1 milliard de chiffre d'affaires par an et qui avaient entre 150 et 200 employés à temps plein par an. D'accord, voilà qui est défini. Mais là, j'aimerais revenir vers vous, Madame Amongwa. Quand on parle de petites et moyennes entreprises, tout à l'heure, Dr Samuel Maté vient de parler de micro-entreprises. Qu'est-ce qui fait la différence de ces entités par rapport à des, comment je pourrais appeler ça, des activités génératrices de revenus? Quelqu'un peut développer son business, avoir un chiffre d'affaires de 20 millions, 50 millions, sans forcément être déclaré. Quelle est la différence et pourquoi est-ce que ce facteur existe beaucoup en Afrique?
En tout cas, merci. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez de parler de la question des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat. D'abord, avant de répondre même à votre question, il faut qu'on sache ce que c'est qu'une PME. Alors, comme le docteur Samuel Maté l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas encore revenir sur ses propos, mais une PME, c'est en fait une entreprise qui emploie en permanence moins de 200 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. Et il faut dire que ces PME-là évoluent dans un cadre légal et juridique. Et c'est ce cadre légal-là qui permet aux PME d'exercer leurs activités en toute légalité. Et il y a plusieurs types de statuts juridiques. Si vous voulez entreprendre seul ou avec plusieurs personnes, il y a ce qu'on appelle les entreprises individuelles qui par exemple, qui ne nécessitent pas qui ne demandent pas de capital social. Il y a les SARL, les sociétés à responsabilité limitée, qui demandent un capital au minimum de 1 million de francs CFA. Il y a ce qu'on appelle la société anonyme qui demande 10 millions de capital. Donc, tout ça réuni fait qu'il y a des différents types de statuts. Et donc, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les statuts et il choisit en fonction des besoins, de ses besoins, et il adapte à son projet. C'est un peu ça la différence entre les entreprises individuelles, les SARL et les sociétés anonymes et la PME en tant que telle. La petite et moyenne entreprise en tant que telle. Mais maintenant, tout à l'heure, je crois que, si j'ai bien compris, la différence entre une activité génératrice de revenus simplement et une PME, c'est le cadre légal. Bon, c'est-à-dire que le cadre légal, comme l'a dit Emeline, la PME a le choix de la forme juridique, mais récemment, le gouvernement ivoirien a mis en place ce qu'on a appelé le statut de l'entrepreneur. Le statut de l'entrepreneur permet, par exemple, à un individu, justement, de pouvoir avoir beaucoup de facilité en termes d'impôts, tout ça, etc. Et ce statut de l'entrepreneur vous dit que c'est toute personne qui réalise entre 1 franc et 30 millions de francs CFA. Et il faut noter qu'aujourd'hui, quand on parle d'activité génératrice de revenus, c'est 2 catégories. La première catégorie, ce sont des gens, par exemple, qui vendent dans les marchés, au bord de la route, les locaux qu'on achète et tout, etc. Et qui sont des personnes qui, généralement, quand elles sont en règle, elles paient leurs taxes communales, c'est-à-dire aux gens de la mairie. Et éventuellement, on peut avoir une deuxième catégorie qui est la catégorie informelle, c'est-à-dire que des gens qui ne paient pas de taxes, qui travaillent sous le radar, comme on le dit. Et d'après les statistiques de la Banque mondiale, les économies africaines sont caractérisées par jusqu'à 60% dans l'informel, c'est-à-dire qui n'ont pas aucun taxe, qui ne sont pas déclarés légalement dans les bases de données de l'État. Et justement, pourquoi est-ce que, ou bien qu'est-ce que les gouvernants font, les autorités font pour pouvoir permettre à ces personnes-là d'avoir un statut légal, de pouvoir participer à l'économie, je veux dire, formelle de l'État? D'accord, merci encore pour cette question. Moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, le cadre est vraiment favorable parce que l'économie ivoirienne connaît une embellie avec un taux de croissance dynamique de 7,4% en 2018 qui a une projection qui tend vers 7,5% en 2019. Et il y a aussi des réformes qui ont été entreprises par les autorités ivoiriennes. Par exemple, la mise en place du guichet unique qui est logé au CPC, qui aujourd'hui facilite les procédures administratives des jeunes entrepreneurs qui veulent entreprendre. Aujourd'hui, la création d'une entreprise, ça se fait maintenant sous signe privé. On n'a plus besoin d'un notaire, ce qui n'était pas le cas auparavant. Là, c'est une innovation. Et ajouté à cela, il y a les délais de création qui s'ajoutent aussi.
Et toutes ces réformes-là qui ont été entreprises par les autorités ivoiriennes ont fait que la Côte d'Ivoire a gagné quand même un point au niveau du classement Doing Business, en passant de la 139e place en 2018 à la 122e place en 2019. Donc, toutes ces réformes mises ensemble font qu'aujourd'hui, les jeunes ont cet engouement de vouloir entreprendre, de sortir de l'informel pour aller vers le formel. Et donc, c'est grâce aux initiatives quand même des autorités ivoiriennes qui travaillent dans le sens de la promotion de l'entrepreneuriat aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'accord. Avant de continuer sur ce point-là, j'aimerais revenir vers vous, Dr Samuel Maté. Vous êtes aussi le président de la FAFED, la Fondation africaine pour le développement, pour l'entrepreneuriat et le développement économique. Justement, vous avez un projet qui s'appelle Entreprendre à 0 francs. Il consiste en quoi exactement ce projet? Écoutez Stéphane, avec mon collègue Siriki Koulibaly, professeur à Rennes, et puis le professeur Bruno Bénard, on a fait une étude il y a quelques années, et cette étude a démontré deux choses. La première chose, c'est que nous avons construit un modèle économique mathématique et pour évaluer la croissance durable en Afrique. Et à chaque fois qu'on a enlevé, quel que soit le type de modèle, à chaque fois qu'on a enlevé la variable entrepreneuriat, la croissance économique de n'importe quel pays africain ne durait pas. Ça s'estompait au bout de quelques années. Donc on a très vite compris que l'entrepreneuriat, pour que la croissance soit durable en Afrique, doit être intégré à tous les programmes de développement. Et terre à terre, c'est pour dire que si on envoie par exemple une grosse structure, je ne veux pas faire de publicité, une grosse structure française ou européenne pour venir faire des travaux ici, s'il n'y a pas de PME, de petits entrepreneurs ivoiriens qui sont impliqués, à qui on sous-traite certaines parties, mais que cette grosse structure française vient faire tous les travaux et repart, il n'y aura pas de croissance. Mais si on a des PME qui sont inclus de facto dans ces projets et qui a eu des transferts de compétences, etc., eux, ils vont grandir et ils vont devenir après ceux qui vont vers la sous-région et vers le continent. La deuxième chose qu'on a découverte avec cette étude, c'est qu'on a fait une enquête et on a essayé de voir pourquoi on n'entreprenait pas. Et 3 raisons sont sorties de cela. La première raison, dans tous les pays où nous avons mené l'enquête, la première raison, c'est le financement. On vous dit que c'est parce qu'on n'a pas l'argent, c'est parce qu'on n'a pas les fonds. La deuxième raison, c'est la fiscalité. On vous dit, les impôts, c'est complexe. Et deuxième chose, c'est trop élevé. Et la troisième chose, c'est l'accès au marché. On vous dit, en Afrique, si tu n'es pas le cousin du ministre, si tu n'es pas ceci, etc., c'est difficile d'avoir un contrat. Donc, ce que nous avons essayé de faire, c'est alors de trouver des solutions à ces 3 problématiques. Et notre solution pour la problématique de l'accès au financement, ça a été entreprendre à 0 francs. Et la solution pour la fiscalité, ça a été l'initiative que nous avons appelée l'initiative 35.3, où nous avons fait la demande à tous les chefs d'État africains d'adopter une loi de telle sorte que un jeune Africain de 35 ans et moins qui entreprend, que les 3 premières années de son entreprise soient à 0 impôt, qui ne paie aucun impôt. Et la troisième chose que nous avons fait pour répondre au problème de marché, c'est de créer une plateforme qui est sur notre site, qui permet aux Africains, aux jeunes entrepreneurs de se connecter. Entreprendre à 0 francs, en fait, qui entraîne beaucoup de débats, ça ne signifie pas, c'est un concept, ça ne signifie pas terre à terre que tu entreprends avec 0 francs, rien. Non, ça c'est juste un concept qui veut dire que comment entreprendre, comment faire un changement de mentalité et enseigner aux jeunes Africains, aux jeunes femmes que tu peux démarrer une entreprise sans tendre la main vers quelqu'un, que ce soit l'État, que ce soit une banque. Et donc nous avons conçu près de 100 techniques que nous avons brevetées qui enseignent comment on peut démarrer une entreprise avec 0 dette, sans tendre la main vers quelqu'un. Donc c'est ainsi qu'avec ce système, on l'enseigne, on a fait ça sous forme de modules de formation qu'on enseigne à travers l'Afrique, parce que nous disons au niveau de la FAFED, par rapport à l'approche ZF, que tant qu'on n'enseigne pas d'abord un changement de mentalité aux jeunes Africains et aux jeunes femmes, on ne peut pas faire promouvoir l'entrepreneuriat. Et justement, je veux vous prendre sur ce mot-là, tant qu'on n'enseigne pas ce changement de mentalité. Quand on prend par exemple, quand on parle de petites et moyennes entreprises, on parle forcément d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des idées, qui veut venir faire quelque chose. Mais sous nos tropiques,
on prend le concept un peu de l'entrepreneuriat comme la solution miracle au chômage. Beaucoup de personnes s'orientent vers l'entrepreneuriat à défaut d'eux, à défaut d'eux. Pourquoi est-ce qu'on entreprend réellement? Parce qu'il y a beaucoup qui suivent, il y a beaucoup qui essaient de suivre la tendance, d'autres c'est parce qu'ils n'ont pas ils ont un problème d'emploi, ou ça pourrait répondre à un besoin. Il y a trois raisons, disons, aujourd'hui l'entrepreneuriat est une science. Il y a trois raisons au niveau scientifique, je dirais, de l'entrepreneuriat pour lesquelles, au niveau de la théorie de l'entrepreneuriat, pour lesquelles les gens peuvent entreprendre. Et ces trois raisons, au niveau de la science de l'entrepreneuriat, sont les trois raisons de base. Et la première, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de subsistance. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de boulot, quelqu'un qui a le dos au mur et qui commence à faire des activités parce qu'il n'a pas de boulot, il a le dos au mur et qui commence à entreprendre par, comme on le dit, par subsistance. Il veut juste le faire pour pouvoir... Donc ce type d'entrepreneuriat est très volatile, c'est-à-dire que dès que la personne a un boulot qui lui rapporte plus, il laisse tomber. Et ensuite, deuxièmement, c'est l'entrepreneuriat tendanciel. L'entrepreneuriat tendanciel, c'est cet entrepreneuriat où les gens entreprennent parce que tout le monde le fait. Ça devient un buzz. Donc, ah oui, je suis entrepreneur, il y a des émissions sur l'entrepreneuriat, donc moi aussi je me mets dedans, je me dis je suis entrepreneur. Et ça aussi, c'est très volatile. Et maintenant, il y a l'entrepreneuriat d'opportunité, qui est le troisième type d'entrepreneuriat, où la personne mène une réflexion pour se dire, mais tiens, il y a telle opportunité, il y a tel problème, moi j'ai une solution unique à ce problème où je peux résoudre ce problème en proposant des produits et des services et en cela. Et c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat d'opportunité. Donc c'est quelqu'un qui mène une réflexion et qui revient avec une solution pour un problème donné de la société. Et généralement, d'après les statistiques, c'est ce type d'entrepreneuriat qui est le plus durable. Ce sont eux qui sont les plus durables. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose sur ce que le docteur Maté a dit. Alors tout à l'heure, j'ai parlé des réformes du CPC et qu'il y avait un véritable engouement de la jeunesse à entreprendre. Mais aujourd'hui, la question, c'est de savoir, mais est-ce que ces jeunes-là ont les aptitudes, est-ce qu'ils ont les compétences nécessaires pour entreprendre? Parce que l'histoire a montré que par le passé, on n'avait pas la culture de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, pour pouvoir entreprendre, il faut avoir une idée. Il faut avoir l'idée, c'est-à-dire passer de son idée à son projet. Et comme le docteur Samuel Maté l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'il entreprend que moi aussi je vais entreprendre. Il faut suffisamment nourrir son idée et concevoir le projet, identifier le besoin du marché. Il faut vraiment identifier le besoin du marché, signer des partenariats en amont et avoir au moins un minimum de marché. Donc à cette condition-là, on peut déjà se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais je voulais revenir sur la question du financement. Il a abordé la question du financement. Le véritable problème des PME aujourd'hui, c'est l'accès au crédit bancaire. Et ça, c'est un véritable problème. Le banquier, il n'est pas philanthrope. Vous savez, le banquier, c'est un entrepreneur qui cherche à faire du profit. Donc, la PME dont le dossier est bien monté, avec des informations fiables et crédibles, a la possibilité d'avoir un financement au niveau du système bancaire. Ce qui n'est toujours pas le cas. Ce qui n'est toujours pas le cas pour nos PME parce qu'aujourd'hui, les PME n'ont pas d'état financier. Et ça, ce véritable problème se pose. Et puis aussi, elles ne font pas preuve de transparence dans la gestion de leurs différentes informations. Ça aussi, c'est un problème qui se pose. Et elles ne sont pas surtout en mesure de présenter des garanties acceptables aux institutions financières. Et le docteur Maté en est témoin. Il y a des PME qui se créent et 1 an, 2 ans, 3 ans après, ces PME-là meurent. Justement, au niveau de ces PME, le tout n'est pas de créer la PME, mais c'est vraiment de la faire perdurer sur un long temps en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique en général. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que nos autorités font pour permettre à ces entreprises qui se créent de pouvoir tenir la route? Oui. Oui, d'accord. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, moi, je voulais d'abord saluer la création de l'agence Côte d'Ivoire PME qui a pour mission d'apporter un appui technique
et un accompagnement aux gérants des PME, ce qui n'existait pas auparavant. Et cette agence, depuis la création de cette agence, il y a un peu l'organisation des workshops, le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises. Ce sont des initiatives déjà à saluer. Et le gouvernement, par le truchement du ministère en charge de la promotion des PME, a initié des fonds. Il y a par exemple le fonds d'innovation qui est doté de 20 milliards de francs CFA pour accompagner les PME à des conditions souples et parfois sans intérêt. Et les femmes aussi ne sont pas oubliées. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, ce ne sont pas les hommes seulement, il y a aussi les femmes. Et à ce niveau, il y a un fonds des femmes entrepreneurs qui est logé dans une banque de la place pour ne pas faire de publicité. Donc c'est un peu quand même des initiatives qui sont en train d'être faites pour promouvoir l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et permettre à ces PME-là d'exister bien longtemps. Vous vouliez ajouter quelque chose sur la question tout à l'heure? Bon, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par rapport à avant. Mais ces efforts demeurent pour nous insuffisants. Ces efforts demeurent insuffisants et la dynamique actuelle nous amène à dire que s'il n'y a pas des politiques plus téméraires, les PME ivoiriennes vont mourir. Alors ces PME, nous l'espérons, ne vont pas mourir. Tout à l'heure, justement, j'aimerais revenir avec toutes ces facilités en griffe, ces accompagnements. Comment est-ce qu'on peut apprécier l'évolution des petites et moyennes entreprises sur ces 10 dernières années? Écoutez, ça c'est un des grands problèmes en Côte d'Ivoire. Et actuellement, nous sommes en train de mener une étude nationale pour une grande institution de la République sur justement cette question. Et le grand problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données statistiques. Il y a l'INS qui a une centrale de bilan, mais qui est de N-3. C'est-à-dire que les données qu'ils ont sont vieilles de 3 ans. On n'a pas de données à jour. Et avec le fort taux d'informels, ces données ne sont pas vraiment représentatives de la population de PME. Et en plus du fait qu'aujourd'hui, quand vous vous approchez d'une PME avec un questionnaire qui va dans le sens de leur chiffre d'affaires, etc., ils voient tout de suite des gens qui sont des gens des impôts qui viennent de manière déguisée pour savoir ce qu'ils font. Soit ils ne vous répondent pas, soit ils vous donnent de fausses informations. Donc il y a ce véritable problème de données qui existe, mais les quelques tentatives de statistiques qui ont eu lieu font apparaître autour de 60 000 PME qui existeraient en Côte d'Ivoire et en termes de pourcentage que 98% des entreprises formellement constituées en Côte d'Ivoire sont des PME. Et ceci rejoint la norme, je dirais, si on veut l'appeler ainsi, la norme en Afrique de l'Ouest. Les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, par rapport à des enquêtes qui ont été faites par la CEDEAO, l'UEMOA et la BCEAO, tournent entre 80% et 95% des entreprises qui sont des PME. Ce sont des PME. Je reviens vers vous, Madame Amba. Oui. Je voulais juste ajouter quelque chose concernant l'intervention du docteur Maté. Effectivement, les PME aujourd'hui, beaucoup de PME évoluent dans l'informel. Ça, c'est un véritable problème. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces PME-là sont au cœur du développement de nos économies ivoiriennes. J'irais même jusqu'à dire qu'elles en sont l'épine dorsale, parce qu'elles constituent 90% des sociétés privées du continent africain. Et si je prends les statistiques du CPC, le CPC en 2018, il y a eu 15 000 entreprises qui ont été créées contre 11 000 en 2017, soit une évolution de 26%. Donc pour dire que le guichet unique a été mis en place par les autorités ivoiriennes a quand même des résultats escomptés. Il y a des résultats quand même satisfaisants. Et tout à l'heure, on parlait de pourquoi est-ce que les motivations que ces entrepreneurs avaient à entreprendre, mais il y a aussi un peu ce facteur, il y a les réalités sur le terrain. Ces entrepreneurs nationaux, une fois qu'ils arrivent à se mettre en place, à travailler, est-ce qu'ils peuvent arriver à concurrencer ceux qui viennent de l'extérieur, de l'international? Non, ils ne peuvent pas. C'est pour ça que nous disons que s'il n'y a pas de politique, un changement
avec des politiques plus ambitieuses, les PME ivoiriennes vont mourir. Et je vous donne deux exemples. Le premier exemple, c'est notre manière de ne pas réfléchir toujours de manière prospective et de l'appliquer. Parfois, on réfléchit de manière prospective, on fait des plans, des PND, etc. Mais est-ce qu'on l'applique véritablement? Donc, je vous donne un titre d'exemple. Par exemple, la France, qui vient d'adopter une loi. Et cette loi dit qu'à partir de janvier, chaque année, la France va identifier entre 200 000 et 300 000 visas immigrants de compétences et qui vont lancer. Et ce système dit que ces visas de compétences immigrants, tout jeune Africain pourra s'y inscrire. Et quand il s'y inscrit, quand il est sélectionné selon les compétences, par exemple, si on dit on cherche des développeurs de sites internet, un jeune Ivoirien peut s'inscrire. Et quand il est sélectionné, il a un travail, il a un visa immigrant et il arrive en France, il s'installe. Vous comprenez que ce genre de politique, c'est pour la France. Elle a le droit de le faire. Et nous sommes dans un pays libre. Le jeune Ivoirien a le droit de s'inscrire à partir de janvier. Je parle de janvier, là, après-demain. Donc, il a le droit de s'inscrire à cela, à ce concours, un peu comme la loterie américaine ou canadienne, et de partir. Comment est-ce que nos PME pourront survivre demain avec cette politique qui va vider nos pays de leurs compétences? Parce que nos gouvernements ne pourront pas suivre l'offre compétitive que la France et d'autres pays européens sont en train de suivre en face de ça. Donc on va se retrouver d'ici quelques années avec un pays vidé de ses talents et de ses compétences. Et nos pays ne seront pas vidés ni de leurs talents ni de leurs compétences. Et on le verra dans la seconde partie de cette émission. Merci. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons, nous faisons juste une pause et on revient sur ce plateau pour continuer de parler de l'impact des PME sur les économies locales en Afrique. À tout à l'heure. De retour de la pub, on poursuit ce débat. Merci à vous qui nous retrouvez et que nous rejoignez maintenant. Nous parlons des petites et moyennes entreprises en Afrique et leur impact sur les économies nationales et même sous-régionales. Et pour en parler, nous sommes avec Dr Samuel Maté, économiste et président de la FAFED. Et avec lui, nous sommes avec Madame Emeline Amongwa, journaliste, spécialiste des questions économiques au groupe Fraternité Matin. Et donc, dans la première partie, nous avons vu un peu les politiques qui sont mises en place pour permettre à ces PME d'éclore et de tenir dans le temps. Mais ces PME, quel est leur véritable impact sur les économies nationales? Alors, on va essayer de développer ce point en plusieurs axes. Quand on parlait tout à l'heure des politiques mises en place pour faciliter, il y a aussi ces grands patrons dans certains pays, comme on le voit, le patronat, les différents patronats qui essayent de développer des initiatives dans ce sens-là. Au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que le patronat ivoirien fait pour impacter le développement de ces petites et moyennes entreprises? En tout cas, merci. Moi, je vais d'abord saluer l'initiative du patronat pour son implication à faire des champions nationaux capables de compétir aujourd'hui sur le marché international. On le voit, hein, le patronat qui organise la CGCI Academy avec le concours Business Plan Competition, où les lauréats sont accompagnés par un mentor, c'est-à-dire des dirigeants d'entreprise qui sont avérés, qui ont de l'expérience, ces dirigeants-là qui suivent les jeunes entrepreneurs jusqu'à l'éclosion de leur entreprise. Et donc, ce sont des initiatives à saluer qu'on pourrait aussi étendre à d'autres jeunes porteurs de projets. Et il faut dire que le concours Business Plan Competition a eu un véritable succès. Si je m'en tiens aux chiffres de la 5e édition de la CGCI Academy, 32 promoteurs ont été financés à hauteur de 173 millions par des partenaires techniques et il y a eu plus de 320 entrepreneurs qui ont été accompagnés. Et à côté de cela, il y a aussi la promotion de la gente féminine avec la mise en place de la commission genre entrepreneuriat féminin qui est logée à la CGCI et qui permet aujourd'hui à ces femmes de faire le grand saut, à ces femmes d'entreprendre. Et grâce à cette commission-là, les femmes ont été accompagnées dans la structuration de leurs projets. Les femmes ont été formées, elles ont été formées et
Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui occupent des postes de responsabilité, d'autres qui sont PDG, grâce vraiment au coaching de la commission entrepreneuriat genre féminin. Donc voici un peu des efforts qu'il faut saluer de la part du patronat ivoirien et qui ne compte pas s'arrêter là d'ailleurs et qui compte encore organiser d'autres éditions de la CGCI Academy. D'autres éditions de la CGCI Academy et comme on le dit, ce petit proverbe, on apprend à, comme on le dit, on réussit en apprenant auprès de ceux qui ont déjà réussi. Ça, c'est un petit proverbe qu'on a. Et vous, docteur Samuel Maté, au niveau de la constitution, de la formation des champions nationaux ou régionaux, vous êtes aussi impliqué dans un programme assez spécifique. Oui, effectivement, dans les débuts du programme de champions nationaux, on a eu à intervenir. Ce programme ambitionne de coacher, d'équiper, de financer, comme l'ont fait certains pays comme le Nigeria. Aujourd'hui, on a des Dangote, des Tony et Lumelu. C'est donc d'identifier des entreprises, des PME ivoiriennes, des entreprises ivoiriennes qui ont du potentiel, mais dont on veut accélérer la croissance et les transformer en des champions nationaux, puis des champions régionaux et des champions continentaux, voire des champions internationaux. Donc c'est tout un programme qui a été établi et qui est en cours et que la Banque mondiale a validé également avec le ministère de la promotion des PME du ministre Anoblé. Donc c'est un peu dans cette dynamique, ce sont des programmes qui prennent du temps et ce sont des programmes également qui ont besoin à un moment donné, vu la globalisation, de se connecter aux programmes des autres pays de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Et moi, il y a un exemple particulier que j'aimerais faire ressortir. Tout à l'heure, dans la première partie, vous parliez par exemple de la France qui a émis des critères sélectifs pour attirer un peu vers elle les meilleures compétences en griffe. Au niveau des pays africains, est-ce qu'il y a des politiques dans ce sens pour permettre de maintenir sur place les entrepreneurs dynamiques, les compétences locales et même d'attirer les autres de la sous-région? Bon, il n'y a pas de politique à notre avis. La Côte d'Ivoire demeure le pays qui accepte le plus de migrants, en sachant que 26% de la population ivoirienne est étrangère. Donc, si l'exemple doit venir de quelque part, peut-être pas nécessairement de la Côte d'Ivoire, parce qu'elle a atteint son quota, je dirais. Donc, mais toutefois, il y a une immigration choisie également qui peut être faite. Aujourd'hui, les pays qu'on voit en Afrique qui sont en train de développer cette approche ou une approche similaire, ce sont des pays comme le Rwanda, où le Rwanda récemment a fait appel à des experts de haut niveau comme Schwaniker pour venir s'installer au Rwanda, ainsi de suite. Ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire également à ce niveau, je pense que Emeline en a parlé, c'est le fonds d'innovation qui doit être un fonds régional qui doit attirer les meilleures compétences. Mais le problème ici, c'est est-ce que ces mesures seront aussi compétitives, ou du moins ces mesures seront aussi compétitives que les mesures que les Français et les autres pays européens vont proposer à nos jeunes. Alors je reviens vers vous, Emeline. Oui, moi je voulais réagir et m'inspirer d'un proverbe africain qui dit que petit à petit le coton devient paille. Alors si par exemple les États africains en collaboration avec le secteur privé mettent le paquet pour accompagner les PME, que ce soit au niveau technique, au niveau financier, au niveau de l'accès même au marché, je pense que les PME deviendront de véritables champions, deviendront de véritables champions nationaux et seront en mesure de compétir sur le plan international. Et tout à l'heure, on parlait de création d'emplois. Si ces PME-là sont des PME fortes, elles pourront donner plus de 450 millions d'emplois dans les 20 prochaines années au continent africain. Donc, il faut vraiment une volonté politique et associer le secteur privé à tout ce qu'on fait. Et c'est déjà des initiatives qui sont déjà entreprises ici en Côte d'Ivoire. Et avec les réformes qui se font par-ci, par-là,
pour la promotion de nos jeunes entrepreneurs. Mais justement, toujours dans le cadre du développement de ces champions nationaux, tout à l'heure vous parliez du patronat. Le patronat a organisé une cérémonie, une activité, la CGC Academy. Le Rwanda était le pays hôte, le président du Rwanda même est venu. Et quand on voit l'exemple du Rwanda, comment ils essayent de se structurer pour impulser le développement des champions nationaux. Est-ce que c'est cet exemple-là que le patronat voulait impulser à la Côte d'Ivoire? Oui, justement, c'est cet exemple parce que le Rwanda, quoi qu'on le dise, c'est un modèle à suivre en matière d'impulsion des petites et moyennes entreprises. Donc la Côte d'Ivoire aussi gagnerait à s'inspirer de ces pays comme le Rwanda. Il n'y a pas seulement que le Rwanda, il y a aussi le Maroc. On a tout à l'heure parlé de la France. Donc ce sont des bons exemples qu'on peut par exemple copier et s'en inspirer ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir impulser le développement des PME dans notre pays. J'aimerais ajouter quelque chose, disons 3 choses rapidement. La première, c'est que je compatis à l'appel lancé par Emeline sur le sens de se dire que ce renforcement entre le secteur privé et le secteur public, où l'État ivoirien a déjà mis en place le CCSP, l'État ivoirien a mis en place un comité État-secteur privé dirigé par Mme Fadiga au secrétariat, pour renforcer la communication entre le secteur privé et l'État. Okay. Mais le problème ici aujourd'hui, par exemple, avec la loi française, ce n'est pas la création d'emplois, c'est le fait que des secteurs spécifiques d'emploi seront vidés, dans le sens que des jeunes qui ont certaines compétences vont se retrouver avec un visa immigrant et puis un emploi peut-être mieux rémunéré et tout, de meilleures conditions par rapport à... Donc c'est la qualité des conditions de l'emploi aujourd'hui qui va s'agir. Et aussi, 2 choses que je voudrais ajouter, c'est le fait aussi également quand on parle de la survie et la création des champions nationaux, parce que quand on parle de la création des champions nationaux, c'est également d'une certaine manière l'autre côté de la pièce, l'autre face de la pièce, c'est le problème de la survie. Puisqu'on veut créer des champions qui peuvent aller, etc., qui ne vont pas mourir et qui vont tirer, parce qu'un des objectifs dans la définition des TDR des champions nationaux, c'est qu'ils ne deviennent pas champions pour devenir champions, ils deviennent champions pour tirer les autres entreprises en sous-traitant, etc. Et le problème que nous avons à ce niveau, c'est un problème de taille de marché. Et vous avez suivi récemment comment le Nigeria a fermé sa frontière avec le Bénin et bloquant toute la chaîne jusqu'en Côte d'Ivoire des marchandises qui doivent aller au Nigeria, tous, etc. Et qui pose de véritables problèmes en cela. Donc, on a aussi un autre problème de taille de marché qui est important, qui fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, les autres pays hors Nigeria doivent commencer à véritablement mettre en œuvre et appliquer les textes qui existent déjà sur la libre circulation et la libre installation des PME, des personnes, etc. Mais il faut dire aussi que ce qui rend la question de la survie et des champions nationaux encore plus difficile, c'est qu'on a changé de paradigme en termes de survie des PME. Je vous explique. Avant, pour survivre, une PME avait juste besoin de faire plus de revenus que de dépenses. C'est-à-dire, il avait besoin de faire rentrer plus d'argent qu'il n'en dépense. Donc, il survivait. Mais depuis récemment, quelques années, ça a changé. Il ne suffit pas simplement de faire plus de recettes que de dépenses pour survivre, donc de faire du bénéfice, mais il y a d'autres éléments qui interviennent. On se rend compte que, effectivement, ce qui devient important, c'est la compétitivité. Et vous allez entendre de plus en plus, on parle dans les forats de compétitivité. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que ce n'est plus une question que moi, je fasse tout le temps des bénéfices, mais c'est une question que vous qui êtes la PME à côté, vous trouvez un moyen de faire plus de bénéfices. C'est-à-dire que vous trouvez un moyen de vendre moins cher que moi. Donc, je peux bien gérer mon affaire, mais si vous vendez cette même COP, comme on le dit en anglais, à moins cher, moi je le vends le mien à 1000 francs et que vous vendez le vôtre à 500, vous allez me ruiner. Parce que tout le monde va venir acheter le vôtre à 500. Est-ce que ouais? Donc ça, c'est le deuxième problème. Donc aujourd'hui, la PME a une pression constante d'innover, de chercher à être toujours le moins cher.
Parce que non seulement il y a des importations, puisque nous sommes dans une économie libérale, il y a des importations qui viennent de la Chine, etc., et qui vendent des choses moins chères. Donc, le concurrent n'est pas nécessairement celui qui est à côté. Le concurrent peut-être se trouve en Chine, ou en Inde, ou au Nigeria. Donc, la PME a maintenant une pression de plus en plus forte de pouvoir non seulement être rentable en termes de faire plus de recettes que de dépenses, mais également de constamment être plus efficace dans ses coûts et d'offrir plus de valeur au truc. La deuxième chose qui rend la survie et le programme champions nationaux difficile à appliquer, c'est ce problème d'innovation. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que, en plus du fait que constamment la PME doit chercher à être de moins en moins cher, donc à offrir des prix de plus en plus compétitifs par rapport à ce qui peut éventuellement venir, c'est qu'elle doit constamment réfléchir à d'autres moyens d'offrir ses services. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que là, par exemple, moi, quand j'étais enseignant en France, il y avait la moitié, pendant que j'étais enseignant en France, il y avait la moitié des maisons d'édition en France qui ont fermé. Elles ont fermé du jour au lendemain parce qu'elles n'ont pas vu venir une technologie. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les maisons d'édition en France, avant, généralement, vous déposez votre livre, ils vont vous donner peut-être 5%, ils vont publier le livre, ils vont mettre sous stock, etc. Et brusquement, Amazon arrive et Amazon dit, vous n'avez plus besoin d'aller déposer un manuscrit. Moi, Amazon, vous téléchargez votre livre, votre manuscrit par voie électronique et les 6 mois que prenaient les maisons d'édition traditionnelles pour lire votre manuscrit, moi, je prends 24 heures pour le faire. Et au lieu de 5% que les maisons d'édition traditionnelles vous payaient sur vos livres comme bénéfice, moi, je vous donne 35%. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est parti vers, ou du moins la majorité, sont partis vers Amazon. Donc, voilà un peu ce qui peut se passer si la PME n'innove pas. Et ça, il ne s'agit plus simplement de dire « je fabrique moins cher », mais de réfléchir à l'avance, dans 5 ans, dans 10 ans, que ce que j'offre comme produit, comment je peux l'améliorer constamment. Mais le problème qui se pose, pour terminer, Stéphane, c'est que les PME n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir faire cette innovation et cette recherche. Il y a toujours l'épineuse question du financement des PME. Mais quand je reviens vers vous, Emeline, c'est de savoir un peu, tout à l'heure on parlait du secteur des éditions, mais quand on regarde un peu, vous qui investiguez, qui faites un peu toute cette prospective, quels sont les secteurs qu'on pourrait appeler prometteurs au niveau des PME, au niveau de l'Afrique? Bon, il y a le secteur de l'industrie par exemple, le secteur des BTP, il y a aussi le secteur agricole, vu les potentialités agricoles de nos pays africains. Ce sont des secteurs porteurs. Il y a aussi le secteur des TIC, qui sont aussi des secteurs, qui est aussi un secteur porteur. Et j'ai parlé de l'industrie, hein, voilà, donc c'est un peu ça. Et justement, je reste toujours sur ces secteurs prometteurs que vous avez cités, mais quand on sait par exemple que l'Afrique, en grande partie, bénéficie de ses ressources premières, de ses matières premières et surtout de son agriculture, est-ce que les PME qui se créent ou bien celles qui peuvent impacter davantage les économies sur le continent, c'est celles qui vont impacter l'agriculture, qui vont propulser la transformation des matières premières et autres? Justement, et là, il faut des PME qui travaillent sur toute la chaîne de valeur. Et cela passe d'abord par la production, la conservation, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Et quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, notre pays a des potentialités agricoles. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao avec 40% de part de marché mondial. Donc, ce sont des niches, des potentialités qu'on pourrait exploiter. Passer maintenant des méthodes traditionnelles à des méthodes plus modernes. Au départ, on disait que les jeunes ne s'intéressaient pas trop à l'agriculture à cause de la pénibilité du travail, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui, puisque beaucoup de jeunes aujourd'hui ont des PME dans le secteur agricole. Et ça, c'est déjà vraiment encourageant. Et il y a aussi un secteur qu'on pourrait aussi exploiter, le secteur de la mangue.
le secteur de la mangue où la production par an de la Côte d'Ivoire est estimée à 180 000 tonnes. Et donc les PME, par exemple, pourraient exporter du jus de la mangue dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le font certaines PME burkinabées qui exportent ce jus-là sur le marché local, le marché ivoirien. Donc vice-versa, ce sont des opportunités comme ça que nos PME peuvent exploiter pour peut-être compétir sur le marché africain et par-dessus tout sur le marché international. Compétir et puis impacter les économies. Je reviens vers vous, Dr Samuel Maté. Tout à l'heure, quand vous parliez, par exemple, de votre concept 35-3, là où les jeunes entrepreneurs de 35 ans et moins veulent entreprendre, il faut leur laisser 3 ans de réduction, ou bien même qu'ils ne payent pas des impôts. Est-ce que cela n'a pas un coût sur l'économie? Bon, un coût négatif, je veux dire, est-ce que ça n'influence pas négativement? Ça a un coût, mais c'est pour ça que le slogan que nous mettons quand nous envoyons des courriers au chef d'État, au ministre de l'économie, des finances et au DG des impôts à travers l'Afrique, nous leur disons que 10 francs, nous disons 2 choses, 10 francs de 1 million d'entreprises font 10 millions dans les caisses de l'État. OK? Maintenant, si vous prenez par contre 10 000 francs de 1000 entreprises ou de 100 entreprises, ça vous fait 1 million dans les caisses de l'État. Donc, le fait d'avoir plus d'entreprises donne plus de ressources à l'État. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas que ces entreprises ne paient jamais d'impôts. Nous disons que donnez-leur 3 ans pour les encourager et que sur ces 3 ans, qu'ils soient formels, qu'ils promettent de créer au moins 3 emplois et ils s'engagent. C'est un engagement qu'ils prennent. Ce n'est pas une loi qui est appliquée comme ça. Il faut, dans le dispositif que nous avons rédigé, dans le système que nous avons rédigé comme dispositif, le jeune doit venir s'inscrire et signer un document où il prend un engagement que même si je ne paie pas les impôts sur ces 3 ans, je vais faire mes déclarations, je ne serai pas dans l'informel, je vais créer 3 emplois, etc., etc. Il y a 7, on a identifié 7 engagements qu'il prend. Et à l'issue de cela, après les 3 ans, il paie ses impôts. Donc nous disons que même s'il y a des effets négatifs à court terme, dans le long terme, c'est l'État qui gagne. Dans le long terme, donc, c'est de s'assurer que cette PME va tenir sur ces 3 ans, quand on sait que généralement, toutes ces PME qui naissent, au bout de 2-3 ans, elles ferment l'entreprise. Oui, mais c'est pour ça que nous faisons la promotion d'entreprendre à 0 francs et que nous lançons ces choses. Et cela me permet de rebondir sur les secteurs. Au niveau de la FAFED, notre position, c'est qu'on a 2 positionnements. Le premier, c'est que nous disons que le jeune entrepreneur n'a pas à aller nécessairement dans un secteur, mais il a à identifier les besoins autour de lui et à les satisfaire. L'entrepreneur, c'est ça. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui regarde des problèmes autour de lui, qui regarde des besoins et qui va les satisfaire à ces personnes. Et ces besoins peuvent évoluer constamment vers le monde, dans le monde et tout, etc. Et les technologies changent. Donc, l'entrepreneur, il faut lui apprendre à comment identifier un besoin et à comment répondre à ce besoin. Ça, c'est la première chose. Mais au-delà de ça, nous avons identifié, nous, à notre niveau, 5 secteurs où nous pensons que l'Afrique peut faire la différence dans ces 5 secteurs. Le premier secteur, c'est le secteur de la culture. Aujourd'hui, l'Afrique est de plus en plus positionnée dans le secteur de la culture. Hier, j'ai visité une galerie d'art. J'ai été impressionné par ce que les jeunes Ivoiriens font. J'ai vu des tableaux faits avec des déchets de cellulaire. J'ai vu des tableaux faits avec des pagnes tissées par de jeunes Ivoiriens. C'est talentueux, qui sont passés même sur France 24, etc. Les Blancs étaient ébahis. On a vu par exemple ce jeune Nigérian que Macron a fait admettre, encore une fois, fuite de cerveau, en France, à cause de son talent. Donc, je pense que la culture, aujourd'hui, vous regardez des Didier Drogba, etc., la culture, le sport, je pense que c'est un domaine dans lequel l'Afrique, les États africains auront intérêt à investir massivement pour en faire la promotion. Le deuxième domaine que nous avons identifié, au fait, c'est ce domaine de l'agriculture, mais de l'agriculture de transformation, de transformer nos produits.
Et le troisième domaine qu'on a identifié, c'est le domaine de la santé. Les Africains, aujourd'hui, on a suivi tous en son temps, pour ceux qui ont le même âge que moi, l'épisode de Drogba, ce Ghanéen qui avait prétendu avoir découvert en son temps le remède contre le sida et qui est mort mystérieusement. Donc, et moi, je peux vous dire que j'ai été témoin de scènes où des gens se sont soignés à l'indigénat et ça marche. Donc l'Afrique, et aujourd'hui par exemple en Afrique du Sud, le traitement par l'indigénat a été officialisé. Les pharmacies indigéntes sont officialisées. Donc l'Afrique a une grande richesse à ce niveau de la santé à prouver et je pense qu'on peut avoir un positionnement. Et enfin, pour terminer, pour moi, c'est l'éducation. L'éducation, l'Afrique qui est un secteur qui peut être porteur pour l'Afrique parce que nous avons des spécificités qu'il ne faut pas faire mourir en copiant, excusez-moi les termes, un peu singement, tout ce qui vient de l'extérieur. Un peu comme les Japonais ou les Chinois, l'Afrique doit préserver sa manière de faire, sa culture et être fière de cela. Et je pense qu'il y a un grand champ au niveau de l'éducation en termes d'application, etc. Je ne cite pas le digital et le numérique parce que pour moi, le digital et le numérique doivent être transversal, doivent venir pour intégrer tous ces secteurs et proposer des choses. Secteurs assez prometteurs. Exactement. Alors, docteur, je repasse la parole à Madame Amongwa. Selon vous, si on devait retenir quelque chose de ce débat, quelles sont les perspectives des petites et moyennes entreprises pour impacter positivement les économies locales? Les perspectives sont bonnes. Les perspectives sont bonnes et je pense que nos PME, si, comme on l'a dit tout à l'heure, tout au long de ce débat, si elles sont véritablement accompagnées au niveau de l'accès au marché, si elles ont un accompagnement financier, parce que c'est le véritable problème des PME, l'accès au financement, si elles ont un appui technique, je pense que les PME pourront compétir énormément sur le marché international et être des champions nationaux capables d'avoir des grands marchés et être aussi des références sur le plan international. Et c'est ce que je peux dire sur la question. Des références sur le plan international. Mesdames, madame, monsieur, ça a été un plaisir pour nous de partager ce plateau avec vous et surtout de voir un peu ces réalités-là que vivent les petites et moyennes entreprises sur le continent africain. Je rappelle que nous étions avec vous, madame Emily Amongwa, vous êtes journaliste, spécialiste des questions économiques au groupe Fraternité Matin, et avec vous, docteur Samuel Maté, économiste et président de la FAFED. Quelle PME pour le développement de l'Afrique? C'était le thème principal de notre rendez-vous. Madame, monsieur, merci de votre fidélité. Restez connectés. L'information reprend ses droits sur la panafricaine Média 1 TV. À très vite.